Bon, salut, ça va bien? Très bien, toi? Oui, écoute, merci encore d'être là avec moi aujourd'hui ce matin. Euh, 9h15, ça a l'air d'être la bonne heure, fait que je pense que 9h15, ça va être l'heure des live streams. Puis ça nous force à rester dans le 15 minutes que je cherche. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des types de contenus. Je pense que cette semaine ou la semaine dernière, tu m'as parlé des différents types de contenus, ou tu as mentionné différents types de contenus. Et j'aimerais que si tu peux m'expliquer un peu plus, c'est quoi les différents types de contenus qu'on peut produire, puis aussi si tu as quelques conseils sur comment s'y mettre finalement, qu'on soit une petite marque ou une grande marque. Si tu as le temps d'aborder les deux, ça serait intéressant. Ben, il existe un très, très, très grand nombre de types de contenus. Là, ça peut ratisser très, très, très large. Puis, lorsque j'aborde le sujet, que ce soit dans les formations qu'on donne ou autres contextes avec des clients ou autres, souvent, je vais me tourner vers deux rapports que j'adore. Je le mentionnais dans un autre live qu'on a fait ensemble. Le Content Marketing Institute est une superbe ressource de contenu, justement, sur le sujet de tout ce qui est marketing de contenu, contenu de marque et compagnie. Et à la fin de chaque année, peut-être entre octobre et décembre, ils sortent habituellement deux grands rapports annuels qui sont les tendances, d'une part du côté B2C, qui est un des rapports, et de l'autre part du côté B2B, qui est l'autre rapport. Puis dans chacun de ces rapports-là, ils ont habituellement fait des sondages auprès de plusieurs centaines de marketeurs de contenu ou de dirigeants d'équipes marketing lorsque c'est des plus petites organisations pour savoir un peu comment ils se positionnent côté budget, comment ils se positionnent côté stratégie, les tactiques, les objectifs, mais il y a une section complète sur les types, les formats. Puis, ce que j'ai fait, j'ai ressorti l'édition la plus récente, là, celle qui est sortie à la fin de 2019, début 2020, sur les différents formats. Puis, par exemple, si je regarde là, ici du côté B2C, les types de contenus là, les plus populaires, là, ceux qui sont le plus utilisés, c'est en premier tout ce qui est publication pour les réseaux sociaux. Chez les marques, là, petites, moyennes, grandes, là, il y a presque 100%, là, on est à 96% dans le rapport, des marques qui utilisent le type de contenu publication sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que bon, c'est très facile, c'est des contenus plus courts, c'est des contenus qui sont plus faciles à produire, on est plus agile, ça demande peut-être un moins grand investissement, ça c'est très populaire. Le deuxième, c'est tout ce qui est vidéo. Il faut bien comprendre que la vidéo, c'est un contenu qui est très utilisé parce que c'est un contenu qui a un fort impact. Mais souvent, on va être un peu rébarbatif à utiliser la vidéo parce que ça va être cher, ça va être compliqué. Mais je pense que ce qui est important de noter, c'est que la vidéo, tout comme un site Internet, on peut le faire très simplement ou le faire de façon très complexe. C'est en fonction de notre enveloppe, notre budget, nos objectifs. Donc, il y a des choses qui peuvent être pertinentes à ce côté-là. Donc, la publication réseaux sociaux, c'est un type de contenu très important. La vidéo, c'en est un autre. Après ça, tout ce qui est photo. Des fois, c'est tout aussi simple que de faire un petit photoshoot de nos produits, de nos équipes, de choses comme ça, et de publier ça. Des infographies aussi. Là, on est dans le B2C, il peut y avoir des infographies intéressantes qui peuvent être sorties. Tout ce qui est outils interactifs, des quiz, des audits, tout ce qui peut justement permettre à quelqu'un d'avancer dans sa démarche, c'est considéré comme du contenu aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui apporte de la valeur. C'est quelque chose qu'on va donner actuellement gratuitement, un quiz sur notre site Internet, un audit qu'on va offrir gratuitement aussi, qui permet d'une part pour la marque d'obtenir du data, de l'autre côté pour l'utilisateur ou le consommateur éventuel d'avoir justement de la valeur. Fait que ça, c'est très utilisé. Puis après ça, on tombe dans tout ce qui est book white paper. Ça, c'était en B2C. En B2B, on est à peu près sur les mêmes choses, à quelques différences près au niveau des types de contenus. Le premier, publication sur les réseaux sociaux encore. Le deuxième, c'est tout ce qui est étude de cas. Donc, il y a la notion du social proof qui est tout le temps très importante dans toute démarche d'achat. On veut savoir que d'autres ont eu du succès avec le même produit. À moins d'être un on aime ça, savoir que d'autres ne se sont pas plantés, n'ont pas regretté leur choix. Et les études de cas, c'est tout particulièrement pertinent aussi dans le domaine B2B. Pour des achats là, qui coûtent des centaines de milliers de dollars à terme ou souvent des millions aussi, on veut avoir des études de cas. Après ça, on a la vidéo, les white papers. Donc, on est sur des formats très similaires. Mais ce qui ressort en B2B, en termes de format de contenu qui est très populaire, c'est vraiment l'étude.
Sinon, tout le reste, on est assez commun. Donc ça, c'est les plus populaires. Mais après ça, j'ai pas inclus, puis on pourrait parler de tout ce qui est gros rapport de recherche, les podcasts qui ne sont pas encore nécessairement totalement utilisés, puis ça dépend des cas, des expériences de VR, de réalité virtuelle, des documentaires, des films. Bref, il y a beaucoup de types possibles. Oui. Et puis, ça me surprend un peu quand même qu'ils ont trouvé que les réseaux sociaux, ben, je parle de B2B, en B2C, je suis moins surpris, parce que je vois souvent, plus dans le cadre du travail que je fais, là, donc définitivement pas une recherche scientifique, que les compagnies B2B ont quand même la misère encore avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ils publient pas fréquemment, il n'y a pas beaucoup d'interactions, c'est très auto-promotionnel, beaucoup. Regarde le award qu'on vient de gagner. OK, là, on est à un show particulier. Puis là, après, il n'y a plus rien pendant 2 mois jusqu'au prochain show. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois ou c'est juste que par malchance, là, je tombe sur des entreprises comme ça? Et c'est très fréquent parce que un des enjeux qu'il y a en ce moment, c'est que lorsqu'on est en B2C, on a beaucoup de choix justement de canaux de distribution. On a les réseaux sociaux, mais après ça, on a beaucoup de choix au niveau des réseaux sociaux. On peut toucher Facebook, Instagram, on peut aller, si on est en design d'intérieur ou des choses comme ça, on peut aller toucher Pinterest. Il y a beaucoup de choses qu'on peut toucher. En B2B, c'est plus difficile. Je n'ai pas nécessairement envie d'entendre parler de toi quand je suis sur Facebook. Moi, même si je suis un acheteur B2B, j'ai pas envie d'entendre parler de toi le samedi matin quand je prends j'ai peut-être plus le goût de regarder des trucs un peu plus personnels. Donc, j'ai pas envie de le voir passer sur Facebook. Il y a LinkedIn qui est très pertinent en ce moment, aujourd'hui, en 2020. C'est assez limité. Et après ça, ben, il faut des fois, ce qu'on a remarqué, par contre, c'est que les marques qui vont avoir un peu cette espèce de présence en dents de scie, là, où ils sont là, ils sont plus là, ils sont là, ils sont plus là. Ils sont dans un trade show, ils font 71 publications, puis le trade show est fini, on n'entend plus parler jusqu'à temps que, je ne sais pas, il y ait besoin d'une nouvelle ressource sur le plancher de l'usine. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est beaucoup plus un enjeu stratégique. C'est beaucoup plus un enjeu qui se passe au niveau de la stratégie, qui est de dire est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je n'ai pas une présence plus constante parce que j'ai eu peu de succès dans le passé? Donc, ça veut dire que mes objectifs n'étaient peut-être pas bien alignés par rapport à ce que je peux avoir comme retour. On va souvent voir des entreprises qui disent oui, il faut publier, mais la mesure qui en est faite n'est pas nécessairement la bonne. Ce qui veut dire que plus tard, on se fait tirer notre budget parce qu'on n'a pas pu prouver que ça valait la peine. Fait qu'il faut juste avoir la bonne stratégie. Ça ne veut pas dire de publier nécessairement souvent, ça veut juste dire de publier de la bonne façon. Mais après ça, dans les canaux de distribution B2B, c'est vrai que oui, tous l'utilisent. Ce que je n'ai pas, par exemple, dans les chiffres que j'ai devant moi en ce moment, c'est à quelle fréquence. Est-ce que c'est une publication quotidienne, mensuelle, whatever. Mais tout le monde l'utilise. Ça, on le sait. Après ça, c'est de voir à quelle fréquence ils l'utilisent. Mais il y a plein d'autres canaux intéressants en B2B. Il y a les infolettres, il y a les trade shows qui sont des canaux intéressants pour distribuer du contenu. Ça peut être du contenu physique ou de récupérer une adresse courriel pour envoyer quelque chose. Donc, c'est l'utilisation aussi des différents canaux en fonction des types de contenus qu'on mentionne. Je comprends. Puis, peut-être sur un dernier point, là, parce qu'on approche de la demi-heure, mais ça serait, tu sais, quand on parle de petites entreprises ou même de travailleurs autonomes comme moi, on prône beaucoup la rapidité, puis on sait que certaines grandes marques, B2C, tu sais, comme on se souvient de l'exemple d'Oreo il y a quelques années, pendant le Super Bowl, il y avait eu une panne d'électricité, puis ils ont réussi à sortir du contenu quasiment live. À quel point est-ce que la rapidité d'exécution, d'adaptation est importante? Est-ce que c'est juste une fois de temps en temps, ça se fait fun à faire, ou est-ce que tu trouves que, vu qu'on est dans un monde qui évolue rapidement, c'est important quand même pour une marque de se mettre en place des systèmes d'adaptation? Je sais qu'on en a parlé un peu la semaine dernière, je pense, mais on peut y retoucher dans la mesure où bon, la première parenthèse qu'il faut faire par rapport à Oreo. Si on veut juste rapidement parler d'Oreo puis se dire, nous, on n'est pas, tout le monde dit, nous, on n'est pas Oreo, là, on ne peut pas faire ça. Mais justement, on n'est pas Oreo. Pourquoi? Parce que si Oreo a réussi à faire ça, c'est pas parce qu'il y a un dude ou une dudette au marketing chez Christie ou chez Oreo, mettons, qui était dans son salon en Super Bowl. C'est qu'il s'était installé un war room
pour Ouais. pouvoir être prêts pour faire ça. Ils avaient Ouais. planifié de justement pouvoir faire ça. Après ça, le flash créatif qu'il y a eu, il était très, très bon, donc tant mieux. Ouais. Mais il y avait une planification derrière ça qui n'est pas la réalité d'un très grand nombre de marques. Deuxième chose, ce qu'il faut bien comprendre dans toute stratégie de contenu, puis quand on pense au contenu qu'on doit produire et à la fréquence, toute stratégie de contenu a deux moteurs. Le premier moteur, c'est le moteur de production de contenu. Le deuxième moteur, c'est le moteur de distribution de contenu. Ils ne sont pas obligés d'être. Ça ne veut pas dire que tu veux faire une publication sur un réseau social ou une infolettre, que tu es obligé de produire quelque chose de nouveau. Donc, c'est important que tu développes une librairie, une bibliothèque, librairie c'est plus en anglais, une bibliothèque de contenu au fil de l'année. Ça, tu travailles ce moteur-là tout le temps. Tu ponds des nouvelles études de cas, des nouveaux white papers, des nouveaux articles, des choses comme ça. Et d'un autre côté, tu as ton moteur de distribution qui, lui, va aller piger dans la bibliothèque. Je ne suis pas fort ce matin, il manque un café. Dans la bibliothèque que tu as développée. Puis, ça va peut-être arriver que le même article ou la même étude de cas va être utilisé 3, 4, 5, 6 fois dans ta distribution de contenu, mais chaque fois avec un petit angle différent. Tu peux prendre la même étude de cas et faire un envoi d'infolette ou faire une publication sur les réseaux sociaux en prenant une fois l'angle du CFO, en disant « Qu'est-ce que je pourrais bien dire sur cette étude de cas-là qui va accrocher un CFO? » La deuxième fois, qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme angle pour rejoindre le CEO qui n'a pas les mêmes enjeux? Qu'est-ce que je pourrais prendre pour rejoindre le COO qui est aux opérations? Qu'est-ce que ça a amené aux opérations? Qu'est-ce que ça a amené financièrement? Qu'est-ce que ça a amené à la business? J'utilise la même étude de cas, mais je la twist différemment. Fait que mon engin de production de contenu, je n'ai pas eu à le remettre en marche. J'ai juste créé une petite publication réseaux sociaux toute simple à partir du même actif, asset de contenu que j'avais. Ce qui veut dire que même une entreprise qui n'a pas nécessairement des moyens comme un Salesforce. Salesforce, c'est une excellente entreprise à regarder pour tout ce qu'ils font contenu. Eux vendent une énorme plateforme derrière, mais devant, ils mettent des contenus. Puis si on regarde tout ce qui est lié, par exemple, à Pardot ou des choses comme ça, ça va être des contenus qui sont destinés aux CMO, aux chefs marketing, aux directions marketing, puis ils ont d'autres contenus qui vont être pour les gens d'opération, d'autres contenus. HubSpot fait exactement la même chose. Ils vont avoir différents types de contenus qui vont s'adresser à différents types d'audience, mais eux ont les moyens. Quand tu n'as pas les moyens, tu fais un bon article, une bonne étude de cas, c'est toujours un bon truc, puis on le mentionnait tantôt, mais après ça, tu le publies et le republies à différents angles, et ton CFO que tu veux rejoindre n'aura pas cliqué sur l'angle marketing que tu auras donné la semaine d'avant ou le mois d'avant, tu ne les colles pas trop. Donc, lui, il n'a pas l'impression que tu es pauvre en contenu. Lui, il a juste vu un très bon contenu puis il a cliqué dessus. Donc, il faut vraiment avoir ces deux moteurs-là. Production d'un côté, puis après ça, distribution. Puis d'être agile là-dedans. On peut prendre la même étude de cas et donner une twist COVID, si on veut. Fait qu'on a un produit nouveau, on utilise l'étude de cas avec un petit angle COVID dans une publication de réseaux sociaux, ça coûte presque rien, puis on leverage un gros truc qui nous a peut-être pris beaucoup de temps à monter au départ. Parfait. Écoute, je pense qu'on pourra creuser plus dans le sujet de la bibliothèque de contenu et production de distribution. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que on se reprendra ça la semaine prochaine. Ben, moi, ça me fait plaisir. Je vais être là. Parfait. Merci beaucoup. Merci de ton temps. Bonne journée. Bye.